Bonjour Stanislas Samora. Bonjour à vous, Maurice Agua. Vous avez vendu la mèche. Je suis obligé parce que on sait ce que c'est. Quand on est grippé, on est mal à l'aise, on a la courbature, on est fatigué et puis c'est vraiment dérangeant. Et je ne peux pas ne pas le dire parce que ça va se faire sentir dans votre voix également. Donc voilà, vaut mieux le dire pour que les téléspectateurs sachent quand même que malgré l'état de santé, on essaie de faire aller, de répondre aux besoins, de répondre à leurs besoins, de les informer, leurs besoins, de faire le travail. Voilà, vous auriez pu vous coucher à la maison. Hein. Bon, vous êtes là. Merci pour la conscience professionnelle et les efforts qui se font au quotidien pour faire aller les choses. Merci une fois encore. Nous allons démarrer par le matinal. Le matinal d'aujourd'hui qui nous parle bien sûr d'un sujet. Le journal parle de candidature pour les législatives de 2023. Les démocrates dans l'incertitude. Les démocrates dans l'incertitude, est-ce que les démocrates sont parmi ceux-là qui ont déposé leur dossier, les huit partis cités qui sont allés à la Sénat? Et pourquoi on n'a pas d'incertitude aujourd'hui? On sait que les démocrates ne participent pas aux élections, Stanislas Samora. Bon, pas les démocrates. Que disent que disent? Je ne parle pas des démocrates. Je pensais plutôt à l'autre parti qui voulait faire bloc avec FCBE et qui n'a pas prospéré. Ce matin, j'ai lu là-dessus et je crois que ça va rester. Bien sûr, candidature pour les législatives de 2023, je reprends. Les démocrates dans l'incertitude, oui, puisqu'un autre journal va plus loin et nous parle tout à l'heure de 4 candidats qui doivent donc payer plus d'1 milliard. Et si la liste n'est pas au complet, que doivent faire les démocrates? Bon, d'abord, il faut dire que la situation des démocrates n'est pas une situation difficile à comprendre. Quand on lit un peu l'actualité, on sait que les démocrates sont sur le départ. En tout cas, les listes actuellement au niveau de la Commission électorale nationale autonome, les démocrates sont sur cette liste. Et cette formation politique fait partie des 8 qui, provisoirement, sont sur le départ. Donc, on pourrait espérer, sauf changement de dernière minute, que les démocrates iront aux élections. Sauf que ce qu'il faut apporter comme précision ici, c'est que la Sénat, dans ses tests et dans ses prérogatives, donne 72 heures ouvrables à toutes les formations politiques pour qu'elles puissent justement apporter des compléments d'information, des compléments de dossiers dès lors que la réception des dossiers a pris fin. Et donc, dans le point presse fait par le président de la Sénat vendredi dernier, il est revenu là-dessus, justement. Il est revenu là-dessus, il a dit que les différentes formations politiques ont 72 heures à partir de la date de notification pour apporter des compléments à leurs différents dossiers. Et qu'à l'heure où il parlait, il faisait ce point presse, c'est que c'est uniquement le parti Bloc républicain qui est reparti sans grandes observations. Sinon, toutes les autres formations politiques, quand elles ont déposé leur dossier, on leur a annexé des observations, des compléments de dossier, à l'exception du Bloc républicain. C'est pour cela que les partisans ou leaders du Bloc républicain se plaisent à dire qu'ils ont déposé un dossier sans faute au niveau de la Sénat. Un dossier nickel. C'est à leur actif. Oui, tout à fait, c'est à leur actif. Et c'est ce que nous disons. Si les partisans du Bloc républicain ont pu déposer un dossier sans faute, ça veut dire que les autres partis politiques peuvent le faire aussi. Parce que les membres du Bloc républicain n'ont pas de tête. Ils sont dans le pays, ils respectent les tests en vigueur. Et donc, les autres formations politiques peuvent leur emboîter le pas aussi. Et donc, revenons à la question des démocrates. Il faut justement rappeler que leur incertitude découle du fait que jusqu'à l'heure où nous émettons, on ne peut pas affirmer avec certitude que ce parti sera définitivement dans le starting block, puisqu'il y a plus d'1 milliard d'impôts à payer par 4 candidats aux dernières nouvelles. Donc, certains journaux nous l'ont appris ce matin. Et ça, on sait, quand on sait que le quitus fiscal fait partie des principaux
fondamentaux des dossiers à remplir par les différents candidats, il est quand même à parler, hein, il est quand même loisir de parler d'incertitude, mais j'ai foi que les démocrates pourront quand même pourront ne pas se soustraire à cette obligation. Est-ce qu'ils pourront satisfaire justement à cette exigence-là? Pour régler ce problème? Non, vous savez, je ne suis pas dans le secret du parti Les Démocrates, je ne connais pas leur poche ni leur compte bancaire. Ce dont je me souviens, Mori Yagua, c'est que récemment, il y a quelques semaines en arrière, cette formation politique a dû lancer un téléthon. Je ne sais pas si vous avez une information. Oui, tout à fait. Pour que justement des personnes de bonne volonté leur viennent en aide afin que voilà, cette formation politique puisse faire face à ces différentes dépenses et autres. Et donc, si dans le cadre de ce téléthon, ils ont pu avoir gain de cause chez certaines personnes, ils pourront satisfaire à cette exigence. Mais notons que le quitus fiscal n'est pas une invention. Le quitus fiscal, c'est, en termes simples, et je le disais hier, en termes simples, c'est s'acquitter de ses impôts, tout simplement. Quand vous faites une activité, quand vous avez des biens mobiliers ou des biens immobiliers, il y a un droit fiscal que vous devez payer à l'État. Et donc, dans le cadre des élections ou des échéances électorales, il n'y a que le quitus fiscal entre en ligne de compte dans la constitution des dossiers. Et quand vous avez déjà une ardoise financière, parce que les cumuls que les gens font, nous ne sommes pas au niveau de la DGI, nous ne sommes pas non plus au niveau des formations politiques, nous ne faisons qu'une analyse ce matin. On regarde bien qu'il y a plusieurs personnalités qui ont accumuler des ardoises fiscales. Et ces ardoises-là pèsent aujourd'hui parce que si chaque année vous vous mettez à jour, si vous payez régulièrement vos impôts, vous n'aurez pas assez de mal à pouvoir réunir vos dossiers. Et donc aujourd'hui, les démocrates sont dans l'incertitude. C'est un bon titre trouvé par le quotidien Le Matinal et qui met que des candidats sont toujours sans leurs quitus fiscaux. Et donc, nous espérons que dans le délai qui leur est imparti par la Commission électorale nationale autonome, que cette formation politique notamment pourra se mettre à jour. Parce que nous voulons voir, ils l'ont tous clamé, on parle d'élections inclusives, on veut que tout le monde aille aux élections. Eh bien, c'est le moment de se mettre à jour. Et n'oubliez pas non plus que des membres de ce parti politique comme Guy Mitokpe et Nadia Okumansou ont pu quand même obtenir leur quitus fiscaux, oui, finalement, après des publications sur les réseaux sociaux, ils ont pu avoir leur quitus fiscaux. Et donc, si d'autres membres de cette formation politique sont sur le départ également, ils doivent s'arranger pour avoir leur quitus fiscaux. Nous voulons avoir toutes les formations à cette élection. Avec le Matinal qui écrit que la DGI est alors accusée à tort. Bon, je ne saurais dire si la DGI est accusée à tort. Ce que je sais, c'est qu'il y a d'une part les démocrates qui ont fait une sortie, justement, en fin de semaine dernière, pour parler de leur situation et quelque part pointer d'un doigt accusateur la DGI qui, justement, dans la foulée, n'a pas tardé à répondre. Et donc, son directeur général, Nicolas Yenoussi, sur la télévision nationale, est revenu, était sorti en début de semaine, lundi dernier, pour apporter des précisions. Oui, ça fait plus d'une semaine déjà. Lundi, voilà. Et donc, il a apporté des clarifications. Il dit que toutes les personnes qui s'acquittent de leurs droits, en tout cas de leurs impôts, ils auront droit à leurs quitus fiscaux. Il a même dit que les diligences seront faites au niveau de ces services. Et donc, si aujourd'hui... Jusqu'au dépôt du dossier, certains ne l'avaient pas, mais ils l'ont finalement obtenu. Justement, comme je parlais tout à l'heure. Voilà, beaucoup de personnes ont eu leur quitus fiscal bien après le dépôt des dossiers. Donc, bon, je sais que le souhait des Béninois en majorité qui souhaitent avoir une élection inclusive, c'est que tous les démocrates puissent avoir leur quitus et qu'on puisse avoir vraiment cette élection inclusive dont on parle si tant. Oui, mais pour avoir le quitus fiscal, vous savez, Mori Yagua, vous et moi, on n'est pas dans l'obligation de présenter un quitus fiscal aujourd'hui. Donc, voilà, nous ne sommes candidats à rien. Voilà, donc, quand on est dans la posture de diriger, et là, c'est là que
quelque part, j'ai aimé cette portion de phrase du directeur général des impôts lors de sa sortie, parce qu'il dit, quand des personnalités aspirent à nous diriger, elles doivent donner l'exemple. Et c'est bien à propos. L'exemple, c'est de s'acquitter de ses impôts. Quand vous êtes dans un État et qu'on sait que nous avons un État avec des ressources essentiellement fiscales, c'est sur ça que l'État s'appuie pour construire des écoles, des routes, pour faire de l'urbanisation. Eh bien, acquittons-nous du quitus fiscal. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Laurent Roland-Tonnet, certainement, qui nous suit depuis son salon en ce moment, est d'accord sur la question, l'a martelé N fois ici, qu'il est d'accord pour que les gens s'acquittent de leur quitus fiscal. Vous l'avez dit également, et vous appréciez d'ailleurs cette portion de phrase du directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, à qui nous faisons un clin d'œil. Donc nous allons continuer par l'autre quotidien maintenant. L'autre quotidien, le chemin parcouru est long, mais finalement... ils sont arrivés à atteindre l'objectif. Donc, cette liste dont on parlait si tant, véritablement, comment on appelle, l'ANIP a fini par accoucher. Oui, on ne dira pas que c'est un accouchement dans la douleur, mais bon, on pourra dire quand même que c'est un accouchement, finalement, qui a eu lieu après les péripéties, tout ce qu'on a eu à observer, notamment aux dernières nouvelles, cette affaire d'audit de la liste électorale informatisée, lequel audit, je ne sais pas à l'heure où nous parlons s'il a eu vraiment lieu, parce que oui, au départ... Je peux vous le confirmer, l'audit a eu lieu, et puis les partis politiques et les partis, la société civile avec... à sa tête, comment il s'appelle, le monsieur non, Jean-Baptiste Elias, ils ont donc fait un point pour dire que voilà, ils sont satisfaits du travail qui a été fait et que voilà, la liste peut continuer son chemin, quoi. Ah d'accord, sinon que hier, pas plus tard qu'hier, vous avez une information justement, j'ai eu une information contraire, je l'ai lu même sur certaines parutions, où Jean-Baptiste Elias disait qu'ils n'ont pas pu auditer la LEI. Oui, je l'ai lu à la une de certains journaux, je vous les montrerai à la fin de l'émission. Donc je n'ai vraiment pas compris cet amalgame-là. Voilà, ce qui a pu bien se passer, je n'ai pas compris. J'ai des publications qui ont dit qu'ils ont audité et puis tout s'est bien passé. Il y a d'autres parutions qui hier même ont montré le contraire, qu'ils n'ont pas pu auditer la LEI. Donc on ne sait pas le flou qu'il y a, qu'est-ce qui a pu se passer, est-ce que l'audit a été vraiment fait, est-ce que ça n'a pas été fait selon ce que lui il aurait souhaité. En tout cas, ce sont des questions. Pour ce que je sais, il faut que j'en parle. Je pense qu'à un moment donné... j'ai eu des preuves que les représentants des partis politiques et les membres de la société civile, certains membres de la société civile, dont Jean-Baptiste Elias, étaient allés à la rencontre des responsables de l'ANIP. Tout à fait. Et puis, juste après ça, j'ai eu encore l'information que la liste, chacun, c'est M. Jean-Baptiste Elias même, qui est venu dire que tel parti a envoyé un technicien pour auditer, a envoyé un expert pour auditer. Je l'ai suivi sur un plateau, il a fait ce point-là. Il a dit voilà qu'au thème de tout cela, ils ont vu que tout est nickel. Mais je ne sais pas d'où l'information vient encore pour dire que voilà, il n'y a pas eu audit. Bon, on ne va pas rentrer dans cette confusion, mais ce que je retiens moi, avec ce que j'ai entendu Jean-Baptiste dire sur des plateaux de télévision, à travers ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ces émissions-là qu'il a eu à faire, je pense que j'ai bien entendu que la liste a été auditée et que les partis politiques ont envoyé des gens, des techniciens du domaine pour auditer la liste et que tout est bon. Donc, je pense quand même que on va revenir sur le sujet parce que nous, c'est notre travail. On va discuter avec, bien sûr, le Matin Libre dans sa parution d'hier. Oui, le Matin Libre qui passe des années 2023 à l'EIP. Nous n'avons pas pu faire l'audit. Novembre 9, d'accord, on va. Oui, parce que le journal ajoute les troublantes révélations de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va investiguer un peu et revenir rapidement là-dessus et comprendre pourquoi pas appeler les responsables
de l'ANIP pour nous expliquer ce qui s'est passé. Réellement passé. On va le faire. Vous savez, si on l'avait prévu, si j'avais l'information, on allait prévoir et les appeler tout de suite pour que les gens puissent les recevoir en direct, pour qu'on puisse un peu les questionner, comme on en a l'habitude de le faire. Donc, on va organiser ça, ne vous en faites pas. On le fera. D'accord. Au finish, maintenant, on a 6 600 572 électeurs. Ça laisse la Samoa. Oui, c'est une étape majeure dans le processus qui nous conduira au 8 janvier prochain. Il faut dire aussi que les différents acteurs, notamment qui entrent dans le cadre de ce scrutin législatif, sont en train de jouer leur partition. L'ANIP étant un acteur majeur, parce que vous le savez, on ne peut pas parler d'élection sans votants, et les votants sont inscrits sur une liste. La population du Bénin, nous avoisinons les 13 millions d'habitants. Déjà, voilà, ça va vite. Je ne dis pas de bêtises, mais on sait que la population électorale est chiffrée aujourd'hui à près, voilà, 6 600 572 électeurs qui sont attendus le 8 janvier prochain. Et par rapport à ça, c'est l'ANIP qui a eu à faire un gros travail, un travail de recensement, un travail d'ajustement, d'appuyement de liste. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'étaient pas majeures en 2019 et qui le sont devenues entre 2019 et 2022. Et qui vont le devenir avant le 8 janvier. Et qui vont le devenir avant le 8 janvier, tout à fait. Il y a des personnes qui, pour telle ou telle raison, n'avaient pas pu exprimer leur droit de vote en 2019. Elles ont été prises en compte. Les personnes qui ont été touchées par des séquences d'affectation d'une région A à une région B, il fallait prendre en compte tout ça. Donc, faire des ajustements nécessaires. Et l'ANIP, tout au long de son processus, a dû quand même afficher la liste à différentes reprises pour que les personnes qui avaient des observations à intégrer puissent les faire. Et donc, après tout ce travail, maintenant, l'ANIP a pu sortir sa liste et maintenant mettre à disposition de la Commission électorale nationale autonome. Et j'ai aimé l'expression d'un journal qui a parlé du principal intrant, parce que quand vous déposez les dossiers, il faut que des gens aillent voter pour vous. Quand vous battez campagne, il faut que vous vous assurez quand même que les personnes en face de qui vous êtes et à qui vous êtes en train de parler de votre projet de candidature puissent être à même de voter. Il ne faut pas parler à des gens pour parler, il faut que vous vous assurez. Je me souviens qu'à des précédentes campagnes électorales, il y a des formations politiques qui ont demandé justement à ceux qui étaient devant eux de leur brandir soit leur carte ou leur récépissé, en tout cas la pièce qui permet de justifier qu'ils iront exprimer leur droit de vote. Et donc, avec cette liste maintenant mise à la disposition de la Sénat, nous pensons simplement que c'est le processus électoral qui suit son cours normal et nous constatons que les différents acteurs qui entrent en jeu est en train d'être déroulé. Tout à fait. Les différents acteurs qui entrent en ligne de compte sont en train de jouer leur partition et espérons que tous les candidats aussi au niveau de la Sénat fassent le nécessaire pour être sur le départ et puis qu'on assiste à de belles élections, pourquoi pas. Belles élections, c'est un souhait, c'est ce qu'on souhaite. Les élections étaient souvent des moments de fête au Bénin et on en rêve encore. Les Béninois veulent ces moments de fête, veulent revivre ces moments de fête, Samoa. Vous avez voulu quand même qu'on parle de ces Mlia-là, mais on en a parlé déjà. Oui, tout à fait. Eh bien, je ne vais pas vous laisser sans vous poser une question que j'ai vue à la une du quotidien Le Télégramme que je cherche ici. Et puis, voilà qu'on nous informe qu'il y a eu enlèvement de 2 jeunes à Savert et que les ravisseurs réclament une somme de 10 millions de francs CFA. Quand j'étais en train de lire cette partie, je voulais dire, fi on a moré. Non, vous savez... bon, on s'excuse auprès de ceux qui nous suivent. Ils suivent trop film, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, mais en même temps... Ils suivent les films. Non, vous savez...
Non, Marcel. en même temps, ces deux jeunes qui sont enlevés, ces deux jeunes, non, avant d'en arriver à l'analyse, il faut dire que ces deux jeunes qui sont enlevés appartiennent à une famille. Oui. Et les familles sont peut-être dans la tristesse. Donc, si les gens nous suivent ce matin et qui ne pensent pas qu'on se moque d'eux, c'est juste que ça fait vraiment rire. Parce Non, que, non, on ne se moque pas d'eux. En voilà, fait, on se moque des ravisseurs. Des ravisseurs, justement. Parce que, ils enlèvent les enfants d'autrui et ils veulent 10 millions, veulent 10 millions. En 7 ans qui courent là. Hein? Ils veulent 10 millions. Non, c'est montrer à quel point les novellas, et je l'ai souvent dit, hein, c'est un avis personnel, les novellas ont tellement une certaine influence aujourd'hui dans notre monde. Hein, cette influence est trop poussée. Et je me rappelle la dernière fois, j'ai lu sur un réseau social où quelqu'un s'est inspiré de la situation. Vous savez qu'il y a une situation des militaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali, oui, les 40 ou bien les combien. Les 40 soldats, oui, voilà. On les a appelés mercenaires, non? Exactement. Voilà. Et donc, il y a un monsieur qui a écrit à une jeune dame pour lui dire qu'il est militaire, qu'il est au Mali et que voilà, il a besoin d'argent pour se tirer d'affaires, qu'il est au front. Alors qu'il n'en est rien. Et donc, voilà, les gens s'inspirent des situations voilà, du moment pour tabler sur ça. Je pense que c'est une invite à nos forces de défense et de sécurité aussi. Absolument. Pour qu'elles puissent justement surfer sur cette vague-là, les ravisseurs. Et ce n'est pas aujourd'hui quand on entend parler de ravisseurs ou bien des gens qui sont enlevés, des personnes notamment, on ne va pas stigmatiser de région, mais dans une certaine localité de notre pays, on enlève des gens, on demande des ravisseurs, on demande des rançons. Ouais. Il y a même qu'un chef d'arrondissement, il y a quelques mois en arrière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait été enlevé et les gens ont demandé une rançon. Est-ce que ça a été payé? On ne sait pas. Mais après, il a été relâché. Voilà, tout à fait. Et donc, et puis l'autre chose est qu'il y a une situation, un audio qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est à la fin de l'année dernière où finalement on nous a dit qu'un jeune a été enlevé avec une dame et tout. Et finalement, il paraît que les deux se sont entendus pour monter le coup, pour pouvoir soutirer de l'argent à leur frère qui est à l'extérieur. Tout à fait, voilà. Et finalement, on a découvert et puis on les a interpellés. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi un montage. Un montage, voilà, c'est ça. Les enfants, les jeunes font un montage et puis ils veulent... montrent qu'ils ont été enlevés pour qu'après, si véritablement on envoie la rançon, et puissent donc partager. Pourquoi pas? Tout est possible. Hein, voilà, c'est pour ça que je demande aux forces de défense et de sécurité de veiller au grain par rapport à cette affaire pour qu'on nous éclaire davantage parce que tout est possible. Les jeunes sont tellement ingénieux aujourd'hui. Hein, vous savez, la fin d'année est proche. Ça fume. Voilà. Hein? Et on veut de l'argent à tout prix. Que faut-il faire pour voilà, que faut-il faire? Donc, on peut monter, on pourrait monter un cas d'enlèvement. Parce qu'on nous a dit que ce sont deux jeunes qui sont enlevés. Donc, ils sont enlevés dans quelles conditions? Comment ça s'est passé? Bon, en tout cas, moi, je sais que cette affaire-là ne passera pas sous silence. Je sais que nos forces de défense et de sécurité, vous aurez des nouvelles. Nous aurons des nouvelles certainement dans quelques jours sur cette affaire-là. Vous savez que plus rien ne passe inaperçu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On aura des informations, moi j'en suis sûr, que les forces de défense et de sécurité vont chercher à comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Et puis si véritablement il y a eu enlèvement, ils prendront les dispositions pour pouvoir libérer ces jeunes. Et après, si c'est un montage, on aura aussi d'autres informations. C'est ça, tout à fait. Et il faut dire aussi que les ravisseurs, ils n'ont qu'à faire attention. Ce n'est pas bien du tout d'enlever des personnes. Vous mettez vos enfants au monde et quelqu'un vient les enlever. Si enlèvement il y a eu vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et vigilance aussi en cette fin d'année. Et si ces films, ils sont en train de jouer, ce n'est pas un bon film non plus. Ce n'est pas un bon film non plus. Voilà. Ils sont de très mauvais acteurs.